Mesdames, Messieurs, les internautes, merci beaucoup d'être là et bienvenue à cette conférence présentée par le Musée régional de Rimouski avec Gilles Mialcine pour son exposition Contexture spatiale. Alors, la conférence devrait durer une trentaine de minutes et vous pouvez poser des questions ou commenter sur le lien Facebook. Il y a Nathalie Dion qui est avec moi à la régie qui va me tenir informée de ses questionnements et ou commentaires. Alors, aujourd'hui, comme je vous le disais, on discute avec l'artiste montréalais Gilles Mialcine qui compte 50 ans, même plus de 50 ans de carrière de sculpture, donc beaucoup de sculptures à son actif. Il est autodidacte, il a fait de l'installation aussi et plusieurs œuvres publiques peuvent être vues à Montréal. Alors, c'est vraiment un artiste très important dans le paysage québécois. Alors, c'est vraiment pour moi un honneur de discuter avec lui de son studio de Montréal. Alors, bonjour, Monsieur Mialcine. Oh, Honneur pour moi vous aussi. rétablir le son. Voilà, bonjour. Bonjour, Madame Ross. Écoutez, c'est un honneur pour moi aussi d'être avec vous et tous vos internautes, là. Bonjour à tout le monde. Ben oui, c'est bon, ben, on va parler de cette exposition-là aujourd'hui et de votre carrière en général, évidemment. Ouais. Mais cette exposition-là relate 35 ans de carrière, parce qu'il faut le dire, vous avez exposé au Musée régional de Rimouski la dernière fois, ça fait quand même déjà 33 ans. Et vous avez revu des œuvres qui avaient été exposées à ce moment-là quand vous êtes venu voir l'exposition. Ben, dites-nous d'abord, c'était quoi votre réaction de voir la sélection de la commissaire Ève de Gary-Lamanque, ce qu'elle a choisi et comment elle a disposé vos œuvres dans l'espace? Ben, ma réaction est très positive et je trouve qu'Ève a réussi quand même à faire une présentation assez exceptionnelle de mon travail, dans le sens du parcours que j'ai fait durant toutes ces années, dont vous venez de citer, là, plus de 50 ans de travail. Et je trouve que ça s'exprime très bien, dans le sens que c'est pas une rétrospective, mais on y voit des œuvres anciennes qui côtoient des œuvres nouvelles. Donc, dans la première salle, je trouve ça intéressant de revoir comme ça des œuvres quand même assez anciennes. Comme vous disiez, il y a 33 ans, par exemple, Brume gaspésienne avait été montrée dans la même salle, en fait, sauf que la salle a été transformée depuis. Euh, et, et, euh, et donc, dans cette salle-là, on voit un peu le travail que j'ai fait dans les années 80, qui était un travail d'assemblage installatif. Au fond, je travaillais sur le plancher directement. Il s'agissait de réunir un certain nombre de formes, d'objets, des objets trouvés, des objets que je fabrique moi, que j'ai fabriqués aussi. Et c'est comme, dans le fond, ils étaient étalés les unes à côté des autres pour créer comme une sorte de dynamique où les objets se parlent, se renvoient les uns aux autres, ce qui permet, au fond, aux gens qui la regardent d'y entrer quelque part et de se raconter un peu leurs propres histoires à partir de cette dynamique qu'il y a entre les éléments. Avec Brume gaspésienne, par exemple, c'est une pièce que j'ai fait, pardon, au retour d'un voyage en Gaspésie. Et pour moi, c'était la mer qui m'avait beaucoup frappé. Alors, je voulais essayer de domestiquer les grandes vagues de la mer et c'est ce qui m'a amené à couper comme ça dans un bahut, quelque chose de très domestique. Donc, on entre la mer dans la maison et à y associer toutes sortes de petits objets qui nous ramènent un peu à l'idée d'une démarche sur le sable, le long de la mer, où on trouve toutes sortes de petits objets, on est curieux, on ramasse toutes sortes de choses. Et c'est un peu ce que vous voyez. J'ai sculpté du savon, j'ai sculpté une gomme à effacer, j'ai sculpté de la mousse, comme on la rencontre aussi parfois, certains débris comme ça. Il y a ce soulier de femme, là, qui est en mousse en styromousse, peint, un peu comme les pêcheurs font leurs flotteurs. Et on en rencontre toujours des résidus de ces flotteurs-là sur la mer. Et c'est ce qui m'a amené, au fond, à reconstruire ce paysage-là avec ces souvenirs et ces souvenirs que j'amène aux gens, quoi. Ça parle un peu de votre lecture des années 80. Quand on va dans l'autre pièce, on est plus dans, j'ai l'impression, dans quelque chose qui s'approche d'une préoccupation que vous avez maintenant, de parler du cosmos. Il y a Oui, vraiment quelque chose qui flotte dans l'espace, dans cette salle-là, avec une série
j'ai envie de l'appeler la série des têtes. Là, on en voit déjà deux. Ouais. Parlez-nous de cette approche-là que vous avez, votre réflexion sur l'idée du cosmos, du cosmique dans l'art. Moi, je pense, écoutez, j'ai commencé peut-être à travailler autour de l'idée du cosmos au début des années 2000, et parce que c'est une notion dont on ne peut plus échapper, ça fait partie de nos vies. Il faut voir que maintenant, de plus en plus, on nous montre des images de l'espace et quelque part, on va aller sur Mars, on va aller dans l'infini. Donc, on s'apprête à déménager quelque part. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était quelque chose qui devait s'activer dans la sculpture d'une certaine façon. Ni serait-ce que ni faire allusion. Mais dans cette deuxième salle, il y a donc cette idée de peut-être du météorite quelque part, où on est dans les amas. Et quelque part, je reviens à la sculpture plus traditionnelle, hein, l'objet monolithique, etc. Mais il reste qu'il y a comme une relation assez près de ce que je faisais dans ma méthode installative des années 80. C'est-à-dire, c'est comme si je avais ramassé tous ces objets éparpillés sur le sol et je les soudais tout à coup ensemble. Mais il reste que le processus de regard qu'il faut avoir par rapport à ces objets-là, c'est celui de se laisser pénétrer par les différents volumes, d'inventer, de faire aller son imaginaire. Dans ces objets, tout en amas, comme ça, il y a des trous dans lesquels on peut regarder, etc. On ne peut pas voir l'œuvre au complet en la regardant de face. Il faut faire le tour. Non, c'est ça. À chaque fois qu'on se déplace, tout à coup, on voit autre chose qui vient tout à coup bouleverser un peu ce qu'on avait pensé voir. Et je travaille beaucoup sur cette idée-là, dans le fond. On est dans un parcours qui ressemble au parcours ou à la méthode que j'ai quand moi, je fais des sculptures, dans le fond. Oui, comment ça se passe justement, votre parcours? Parce que là, vous nous décriviez un peu la cryptofiguration, mais est-ce que peut-être vous pouvez me parler de ce terme-là et ensuite me parler de comment vous crypto-travaillez? Oui, le terme, j'ai mal compris le terme, La excusez-moi. cryptofiguration, vous m'avez La parlé de cette cryptofiguration, expression. oui, l'idée de cacher le sujet, en fait. Mm-hmm. Essayer de toujours... Je ne veux pas aller vers l'image directe, dans le fond. Et c'est pour ça que j'appelle ça de la crypto-figuration. C'est qu'aussitôt que je m'aperçois que je vois trop quelque chose dans l'objet, ben, je m'organise pour y ajouter autre chose, pour le détruire, pour couper quelque chose, entrer dedans, le changer quelque part. Et c'est un peu ça la méthode. Mais la méthode va... Si on va à la source de la méthode, c'est plus l'idée... Je me mets dans cette situation où je ne sais pas quoi faire, au fond. Et j'ai réalisé avec le temps que c'est là qu'arrivent les plus grandes œuvres. Quand j'ai pas d'intention, quand j'ai pas de projet, quand je veux pas absolument faire un objet que j'ai dans la tête, mais que je me laisse imprégné par tout ce qui est autour de moi. Je laisse agir un peu les accidents, les choses impromptues qui arrivent. Et c'est souvent comme ça que démarre la sculpture. Et ça entre un peu dans le projet, un peu de dire, ben, quand je fais une sculpture, je ne suis pas en train de lancer un message, mais il y a plein de petites affaires que les gens peuvent ramasser dans tout ça. Des petites affaires qui, peut-être diront certains qui m'appartiennent, mais aussi par le fait de relations qui appartiennent aux gens, parce qu'ils vont être obligés de la réinventer, la sculpture. Ils vont être obligés de la faire quelque part. Elle est faite, mais elle est à faire. Oui, puis elle utilise beaucoup des référents culturels d'une certaine façon. Oui. On parle de meubles en bois, souvent le statuaire religieux. Oui. Vous utilisez des objets du quotidien pour reconstruire quelque chose, une poésie, si on veut. C'est ça. Disons qu'en ce qui concerne la statue religieuse, évidemment, elle n'est pas là impunément. Elle fait partie, je considère que ça fait partie de la culture dans laquelle j'ai été élevé. Et comme je le dis souvent, ben pour moi, c'est pas une façon d'affirmer le religieux, mais c'est une façon de mettre en espace des objets qui font partie de cette culture-là. C'est l'objet que je regarde et moins le symbole. L'objet qui existe dans notre espace. Et qui existe beaucoup dans notre histoire aussi. Beaucoup dans notre histoire. Moi, vous savez, je pense un peu comme Victor Lévy-Beaulieu, quand il dit que le génie de l'artiste, c'est la communauté dans laquelle il vit, c'est le pays dans lequel il vit. Et j'essaie, au fond, j'ai toujours essayé ça, c'est très difficile à dire en même temps,
qu'est-ce qui est québécois, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est des choses qui viendront peut-être à se découvrir. J'ai pas de langage tout à fait précis de ça, mais il reste que je vais dans ce sens-là. C'est-à-dire l'idée de travailler au Québec, c'est dans le fond de me laisser porter par la sensibilité du Québec. C'est de regarder le monde à travers l'existence des objets qu'il y a autour de moi, qui ont quand même une certaine limite. Mais c'est un peu comme ça que je me vois dans la sculpture, dans le fond. Justement, si vous travaillez avec des objets du quotidien, des objets aussi en lien avec la religion, dites-moi, qu'est-ce qui vous attire vers un objet? Qu'est-ce qui fait qu'un objet qui pourrait paraître banal pour n'importe qui devient vraiment fascinant pour vous? Ben, c'est dans la relation avec un autre objet ou dans la relation avec, je ne sais pas, une façon de le couper, de l'arranger. C'est là qu'il devient intéressant. Parce que dans mon atelier, il y a toutes sortes d'objets. Et ça fait que il n'y en a pas un qui prédomine nécessairement sur l'autre. Mais tout à coup, c'est quand passe cette sorte de magie qui fait que l'atelier est là, qui fait que l'atelier peut s'exprimer, que tout à coup, je vais utiliser les objets. Mais là, on montrait la pièce qui s'appelle Cascade. Oui. Dans le fond, Cascade a commencé lorsque j'ai coupé le coin du meuble et là que je me suis rendu tout à coup. Enfin, j'ai aperçu toutes les pièces de bois qui confectionnent le meuble, qui faisaient comme une sorte d'empilement. Et c'est à partir de cet empilement-là que j'ai décidé d'empiler des morceaux d'assiettes, de bouteilles, etc. Il y a Et cette forme qui se répète sur la sculpture aussi, sur la statue. c'est ça. Et en coupant la tête de la statue, ben, tout à coup, je retrouve dans la coupe la forme du meuble. Donc, il y a toujours ce genre de relation que je cherche entre les objets, entre les formes. Et ça, ces relations-là vont bien au-delà de leur signification ou leur sens, même s'ils y participent quelque part. Oui. Et même s'ils font partie de cela quelque part, même s'il y a une sorte d'ironie qui se glisse dans tout ça. Ben, comme on en parlait un peu plus tôt, de couper la tête d'une statue, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire dans la culture québécoise. Donc, c'est un peu un symbole parce qu'on ne pourrait Ouais. pas, où on en est rendu avec notre relation avec la religion, on peut se le permettre aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est un signe de la communauté québécoise, c'est un symbole, Oui, si on veut, absolument, absolument. puis de voiler complètement dans le caillou. Ouais, ouais. Je C'est des pense, symboles qui évoluent dans le temps aussi. je pense qu'on peut dire qu'au Québec, nous aimons l'humour, nous aimons l'invention. Je pense qu'on peut dire au Québec qu'on est une société de l'indécision. On n'est pas une société qui est structurée autour de valeurs, pour parler de valeurs religieuses, par exemple, comme dans d'autres pays où tout est sacré et qui date depuis des siècles, etc. Au Québec, on n'est pas comme ça. Donc, il y a cette idée de on tergiverse, on aime la poésie, l'affrontement, le détournement des choses. Alors, pour moi, mes sculptures vont un peu dans ce sens-là. Oui, et ça évolue dans le temps. Vos sculptures, tant qu'ils ne sont pas sortis de l'atelier, Oui. continuent d'évoluer. Alors, j'imagine que la société qui avance, les changements politiques et compagnie doivent toujours avoir une sorte d'influence indirectement, du moins sur le sens qu'ils vont avoir plus tard, peut-être. Oui, absolument. Et je l'ai vu avec le caillou, entre autres, là, qu'on vient de voir, là, la statue de la Vierge qui est recouverte. Là. Et bon, il y a peut-être une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, cette statue-là, montrée dans une salle d'exposition, il est apparu que les gens y voyaient une relation avec les femmes voilées. Et ça, moi, quand j'ai produit cette sculpture-là, les femmes voilées, on ne parlait pas de ça au Québec. Donc, dans le fond, un objet, ça s'accroche toujours les pieds quelque part selon le contexte sociopolitique dans lequel il se trouve. Et l'interprétation est comme presque infinie. Et mes sculptures jouent autour de ça, l'idée qu'elle appartient à l'autre et que c'est à l'autre de l'interpréter, de la reprendre, de la refaire, de la faire vivre. Alors, c'est sûr qu'il y a un risque. Parfois, il peut y avoir des creux parce que tout à coup, c'est pas d'actualité, ou etc. Mais en même temps, je pense que c'est la vie d'une œuvre d'art. C'est peut-être à travers ça qu'elle réussit à bien vieillir aussi. Je ne sais pas. Oui, si elle a un langage universel, quand même si on a beaucoup de référents culturels,
ce qu'elles évoquent est universel. Ben, on l'espère, je ne sais pas, on l'espère, mais on peut, quand on fait une œuvre, je n'ai pas l'impression qu'on décide de faire une œuvre universelle comme telle. Ça se pose dans le temps, l'universalité de l'œuvre, et à travers une multitude d'expériences, une multitude d'œuvres que l'on fait, qu'on peut tout à coup comprendre un peu ces aspects-là, qui y sont ou qui n'y sont pas, ou je ne sais pas trop. Parce que la grande difficulté quand on fait de l'art, c'est de savoir ce que l'on fait. Qu'est-ce que l'on voit exactement? Et j'ai souvent fait l'expérience de partager des sculptures avec des gens que j'avais fait il y a 10 ans auparavant et de découvrir ce que je n'avais jamais vu et de constater que vraiment c'était là, c'était installé. Donc, il y a comme toute cette idée du temps qui joue, de l'attente qu'il faut avoir par rapport à des objets, parce que ce ne sont pas des objets du réel, ce sont des objets de l'invention, de la poésie, et elles peuvent marquer dans toutes sortes de sens. Oui, puis on a l'impression des fois de regarder vos œuvres et de lire des haïkus artistiques. C'est des petites phrases juxtaposées. Oui, oui, dans les années 80, je me suis beaucoup intéressé au haïku. Ah oui? Oui, oui, j'en ai écrit beaucoup d'ailleurs. Et oui, j'aimais cette idée parce que le haïku, il y a trois petites lignes, trois petites phrases. Et dans ces trois petites phrases-là, on est dans le réel d'une situation ordinaire, une goutte d'eau qui tombe, le vent qui fait voler une feuille. Donc, c'est très sculptural, le haïku, quelque part. Oui. Parce que ça nous ramène à l'objet, ça nous ramène toujours à l'objet qu'on connaît, qu'on a vu quelque part, et je trouvais que c'était près de la sculpture. Donc, j'ai essayé de faire des pièces comme La Sieste, par exemple, qui est une pièce que j'ai déjà faite, et en 3 morceaux qui nous parlent de la sieste. Et, il y avait quelque chose de magique pour moi dans cette relation entre la poésie du haïku et la sculpture. Donc, vous me dites que ça se construit un peu sous vos mains. Vous n'avez pas nécessairement le contrôle de ce que vous créez, mais est-ce que vous avez quand même une certaine forme d'intention lorsque vous créez ou c'est simplement une pulsion? Ben, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, puis ceux qui font des essais ou qui travaillent en atelier le savent. On part toujours avec une petite idée. Il faut avoir une petite idée quelque part. Mais Moins de faire. il faut accepter de l'abandonner, comme j'en parlais tantôt. Il faut accepter de l'abandonner, cette petite idée-là, pour laisser vivre la matière quelque part. Tu sais. Souvent, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai fait les sculptures. J'ai l'impression que c'est comme j'apporte le bois jusqu'à l'outil, puis tout à coup, il se passe quelque chose et ça m'apprend quelque chose. C'est ce genre de relation-là que j'essaie d'entretenir, une relation où je me laisse entretenir par l'objet, par la matière, et qu'elle m'apprend quelque chose que je ne connais pas. Parce qu'au fond, l'idée de faire une sculpture, à quoi ça sert faire une sculpture? Sinon qu'essayer de penser. C'est une manière de penser. On pense la plupart du temps à travers un objet. Par rapport à la nature, par exemple, on pense à travers les objets, à travers ce qu'on voit, les arbres, les roches, etc. Et tout ça fabrique nos pensées. Mais la sculpture, pour moi, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'elle m'amène à penser à des choses auxquelles je ne pourrais pas penser autrement si je regardais juste la nature, qui est extraordinaire, bien sûr, mais la sculpture doit nous amener dans un autre langage. Ouais, Dans celui de la pensée. Vous me parliez plutôt de votre relation dans l'atelier avec l'objet. Vous pouvez travailler combien de temps sur une sculpture? Si vous en commencez une, est-ce que vous travaillez seulement sur cette œuvre-là ou est-ce que vous avez plusieurs chantiers? Est-ce que vous pouvez comme cacher à un moment donné une œuvre et ne plus la voir pour un certain temps? Oui, je fais ça beaucoup. En fait, c'est une manière de travailler pour moi. Comme quoi le temps est un outil de travail, comme le Banksy, comme les matériaux, etc. Donc, le temps, il faut laisser passer le temps, laisser venir les choses. Et la manière de travailler, par exemple, dans les pièces comme vous avez chez vous des années 80, ben, c'est assez simple. C'est-à-dire que tous les jours, j'entre dans l'atelier, j'ai déjà quelques pièces qui sont sur le plancher, et là, je me mets à les bouger ou ajouter quelque chose. Et chaque fois que j'ajoute quelque chose, ben là,
c'est comme traumatisant. Il se passe une affaire, il y en a comme trop, faut en enlever d'autres, etc. Donc, c'est tout un jeu comme ça d'appropriation qui est très long. Mais en même temps, le temps me permet d'y réfléchir chaque jour. Vous allez me dire, ça n'a comme pas beaucoup de sens, en fait, de mettre autant de temps, parce que je mets 6 mois, une année avant qu'une sculpture aboutisse. Mais en même temps, j'en fabrique dans l'atelier 2, 3 ou 4. Et quand c'est plus possible avec une, quand c'est terrible, quand je suis sur le bord de pleurer, ben là, je couvre la sculpture, je la tasse et je la laisse mûrir tout seul, je ne veux plus la voir. Et la magie, si c'est une magie, fait en sorte qu'en la dévoilant, peut-être 4, 5, 6 mois plus tard, tout à coup, elle se révèle. Elle révèle, en tout cas, quelque chose. Je ne sais pas si elle se révèle, mais elle révèle quelque chose, des intentions possibles. Je peux entrer, je peux intervenir, je peux continuer. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est comme une relation merveilleuse. Donc, il y a... Écoutez, moi, je me dis, c'est sûr que il y a des gens qui vont entendre ce discours-là et vont dire, ben, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on est un peu en dehors de la réalité dans le sens que il faut gagner sa vie, puis si on fait 2 sculptures par année, c'est comme une chose impossible. C'est vrai. Par contre, ben, pour moi, ça m'apparaît être le défi, au fond, de faire de l'art. C'est de laisser aller toutes ces pulsions, toutes ces intuitions, les laisser entrer, les laisser vivre pour essayer d'aller le plus loin possible. C'est ça mon objectif. Et de toute façon, vous n'êtes pas vraiment une artiste que vous qualifieriez, non. Vous ne vous qualifiez pas comme un artiste marchand dans le sens où vous êtes un peu marginal côté marché des arts, vous êtes Oui, entièrement libre. d'une part, mais écoutez, je ne serais pas contre l'idée de les vendre. C'est pas ce que je Sauf voulais dire, mais dans le sens qu'il où faut bien voir la réalité du Québec. La réalité du Québec, c'est que le marché, d'autant plus pour la sculpture, est un marché quand même qui n'est pas très grand. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les artistes là, de vendre leurs œuvres. Mais en même temps, on peut voir ça comme un défaut. Moi, j'ai toujours associé ça à une qualité, dans la mesure où ben, il n'y a pas de pression du marché pour produire des objets. On peut se laisser, comme je viens de décrire dans ma situation peut être possible. Mais bon. Mais c'est quand même une belle qualité de pouvoir rester libre et de ne pas faire de compromis sur la création, de prendre votre temps. Oui. C'est quelque chose que vous appréciez, justement, d'être ici au Québec et de pouvoir continuer à faire ça. Oui, absolument. Et c'est surtout le fait de pas être obligé de m'engager dans un type de production particulier. Vous allez voir dans mon exposition chez vous, à Rimouski, des œuvres qui ont toutes sortes de tendances. Et c'est ça l'intérêt, au fond, de cette liberté-là. C'est-à-dire que je ne suis pas cantonné dans un style absolu où je ne peux plus déroger, ce qui est souvent une situation de marché, malheureusement. Mais donc, il y a comme cette possibilité de faire des œuvres qui ont des tendances, une sorte d'hétéroclisme possible. Et moi, je suis très heureux avec cette situation-là. Et puis ça vous a amené à faire des œuvres d'art public. On a préparé quelques photos Ah d'œuvres oui? que les gens peuvent rencontrer à Montréal. Et Oui. alors ici, Ça s'appelle Paquet de lumière. Ça a été fait dans le cadre du 375e anniversaire de la ville de Montréal et ça a été financé à la fois par le gouvernement du Québec et la ville de Montréal. C'est un concours, évidemment. Et donc, il fallait faire une œuvre. Il fallait faire 3 œuvres, en fait, comme vous les voyez, pour le quartier des spectacles. Donc, j'ai travaillé dans l'esprit des amas, comme les amas dont je parlais dans vous, de ma deuxième façon de travailler, là, des amas colorés où j'utilise la couleur, mais un peu à la façon du graffiti. Donc, encore une fois, l'idée, on parlait de sujets cachés. Je trouvais intéressant d'utiliser la peinture de cette manière-là, parce que ça transforme toujours la forme. Ça donne à la forme deux entités, dans le fond. Oui, ce qui m'avait marqué en visitant votre atelier, c'est j'avais l'impression que ça mettait en lumière, parce que souvent c'est monochrome, c'est blanc dans ces amas-là, et en ajoutant une touche de couleur, c'est comme si on surlignait une forme. Oui. On met une virgule.
Et on met une virgule, mais une virgule qui nous propose de regarder la forme d'une certaine manière, mais en même temps qui nous empêche de la voir dans son entité aussi. Donc, il y a comme tout un jeu de partie de la sculpture qui est comment je dirais, donc, qui n'est pas donné, qui ne va pas de soi. Dans le cas de cette pièce-là, il y a, je pense, 6 instruments de musique qui sont rattachés au paquet comme ça, mais dans chacun des paquets, elles sont placées différemment. Donc, ça a l'idée d'une permutation, l'idée d'un spectacle, l'idée d'un changement qui est exprimé là-dedans. Ah, vraiment intéressant. Là, on est vraiment loin de ce qu'on reconnaît souvent dans vos œuvres liées au statuaire, là, parce que là, on est dans l'instrument de musique, on est complètement ailleurs. Quand on fait des œuvres d'art public, écoutez, il faut travailler par rapport à un contexte, à des attentes aussi. Et ben, ça rend l'exercice souvent pas facile, mais il faut trouver, il faut chercher, il faut trouver des manières de faire en sorte qu'on ne s'éloigne pas trop de son travail et qu'on réussit à le transformer comme ça dans des proportions géantes, parce que ça, tout à coup, ce sont des œuvres géantes et évidemment, ça nous fait voir le travail d'une façon différente, ça c'est sûr. Auriez-vous cru, il y a 50 ans, même plus, quand vous étiez à vos débuts, quand vous vous êtes coupé le doigt à 8 ans sur une scie, que vous feriez de grosses œuvres comme ça? Non, mais écoutez, je pense que j'ai toujours cru que j'allais faire de la sculpture quelque part, sans y croire, mais toujours cru dans le sens que j'ai toujours agi pour le faire, avec une sorte de naïveté. Et graduellement, comme ça, les chemins se sont ouverts. Par toutes sortes de circonstances, par des concours que j'ai gagnés. Enfin, le chemin d'un artiste est jamais le même d'un à l'autre, là, mais dans mon cas, j'estime quand même que j'ai été quand même assez chanceux d'une certaine façon. J'ai été très appuyé par les institutions, les musées, par les conseils des arts. Et c'est la chose qui a fait que, dans le fond, j'ai pu rester dans mon atelier toutes ces années-là. J'avais une femme aussi qui gagnait sa vie. Elle ne m'a pas entretenu comme telle, mais ça créait une sorte de sécurité et je pense que je lui dois beaucoup dans ce sens-là, dans le fait que j'ai pu encore jusqu'à ce jour être et faire de la sculpture, produire de la sculpture, puis essayer d'apporter quelque chose à la sculpture. C'est ça mon défi le plus grand et c'est ce que je souhaite dans le fond que pouvoir apporter, c'est apporter au langage de la sculpture, apporter aux plus jeunes générations des influx qui tout à coup peuvent les stimuler et leur aider à avancer dans ce chemin qui est un chemin, il faut le dire, qui est un chemin difficile quand même. Oui, et vous avez des contacts souvent avec des jeunes. Je sais que vous avez flirté un peu avec l'enseignement, mais là, le contact avec les jeunes sculpteurs, il se passe comment? Ben, il se passe beaucoup à travers les sculptures. D'ailleurs, quand je pas les sculptures, mais les expositions, évidemment. D'ailleurs, quand je suis allé au vernissage chez vous, j'ai rencontré des jeunes passionnés de ce que je fais, qui étaient même allés voir mon expo à Montréal. Et c'est très réjouissant, quelque part, de penser que tout à coup, ça connecte avec des réalités très différentes, dans un contexte très différent. Et quand j'ai exposé à la Poste, il y a eu cet effet-là. Beaucoup de classes sont venues voir les expos et tout ça. Et j'ai eu des contacts beaucoup avec des jeunes qui me retournaient un peu cette image-là, cette impression, ce fait que ce qu'ils voyaient là était riche d'apprentissage pour eux et tout. Alors ça, je trouve que je suis content de cet aspect-là. En tout cas, on peut dire mission accomplie à ce niveau-là, si c'est une de vos intentions. Ouais. D'ailleurs, la Poste, je tiens à le préciser, c'était une belle grosse rétrospective à Montréal qui s'est terminée il y a longtemps. Hein? Oui, c'était pas vraiment une rétrospective, mais il y avait quelques œuvres anciennes, mais plus des œuvres récentes quand même. Okay. Ouais. Mais c'était une grande exposition et, avec les moyens de la Poste, donc ça a été très publicisé, etc. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteurs. Et ça a été extrêmement sympathique. Beaucoup de choses écrites autour de l'expo aussi. Fait que c'est ce qu'on souhaite toujours, dans le fond. Oui. Ben, c'est une trace qui reste au-delà des sculptures elles-mêmes, dont une monographie qui est disponible ici au musée, qui est superbe. On voit beaucoup, beaucoup de vos œuvres et des textes très intéressants. Alors ça nous permet de vous connaître davantage et
ben, moi, j'invite tout le monde à venir découvrir votre travail ici au musée. C'est là jusqu'au 22 mai. Ouais. Alors, ben, en espérant avoir l'occasion de recroiser vos œuvres, peut-être en dehors de Montréal, ça serait bien, un petit Bon, en c'est ça. région. Mais là, c'est déjà le cas, là. Écoutez, c'est déjà le cas. C'est chez vous, là. C'est à Ben Rimouski. voilà. C'est merveilleux. Ben, merci beaucoup Très d'avoir heureux de ça. été avec nous aujourd'hui, ce midi. C'était vraiment intéressant. Bon. Toujours passionnant de discuter avec vous. Et ben, on vous souhaite encore beaucoup d'années de carrière. Je voudrais bien dire 50 ans, mais Oui, non, c'est sûr que ce ne sera pas 50 ans. merci encore. Et on va se laisser sur un petit générique qui montre quelques-unes des œuvres qu'on a déjà vues et surtout qui est accompagné de la musique de votre fils, Joseph, qui nous a gracieusement fourni pour accompagner une capsule qu'on a réalisée un petit peu plus tôt ensemble. Alors, ben, on va se laisser là-dessus. Alors, Merci. Merci à merci toi. d'avoir été là, Ça cet fait plaisir. Au revoir.